Le 7 juin 2009, le Gabon enterre son président Omar Bongo. Autour du cercueil, la France-Afrique est réunie. France-Afrique, une histoire vieille de 50 ans. En 1960, les 12 colonies que la France possédait en Afrique noire accèdent à l'indépendance. 2 ans plus tard, en 1962, après des années d'une guerre fratricide, l'Algérie devient à son tour indépendante. Entre ces 2 événements majeurs de l'après-guerre, un point commun, le pétrole. Pétrole du Sahara algérien définitivement perdu par la France, pétrole des anciennes colonies françaises récemment découvert. C'est là, en Afrique noire, que la France va désormais s'approvisionner. Mais le général de Gaulle ne veut prendre aucun risque. L'obsession pétrolière sera constante tout au long de la carrière du général de Gaulle. L'indépendance nouvellement acquise de nos anciennes colonies ne doit pas être un obstacle à la sécurité de nos approvisionnements énergétiques. C'est pourquoi, sous la haute autorité du général de Gaulle, 2 hommes issus des services secrets de la Résistance vont mettre en place un efficace système de contrôle de ces nouveaux États qui va, au fil des années, prendre le nom de France-Afrique. Jacques Foccart et ses réseaux d'influence nomment, contrôlent, protègent les nouveaux présidents africains dévoués aux intérêts de la France. J'ai été un homme de Foccart. Et tu as fait ce que M. Foccart me demandait. Pierre Guillaumat, un autre fidèle du général de Gaulle, crée la compagnie Elf, bras armé de la République, dont les revenus colossaux financent les services secrets et leurs actions clandestines en Afrique. Actions organisées par Jacques Foccart. Notre politique était très claire, c'était la défense des régimes en place. Nous étions impliqués directement, si vous voulez, dans l'évolution de l'Afrique. Ce système perdure sous les présidences de Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 laisse penser que tout va changer. Il n'en sera rien. François Mitterrand maintient les réseaux occultes créés par Jacques Foccart. À la fin des années 80, la France a toujours autant besoin du pétrole et de l'uranium du continent noir. Mais les règles du jeu vont radicalement changer. Il y a 10 millions d'années, 100 millions d'années de travail qui a été fait par la Terre pour transformer les algues en pétrole. Ces années-là sont des années gratuites. Alors on va trouver du pétrole dans des conditions extraordinairement bon marché et on va le vendre à un prix élevé puisqu'il est en concurrence avec d'autres sources énergétiques. Donc ce différentiel est énorme. On est à un pétrole grossièrement aujourd'hui, mettons, en moyenne, à 3-4 $ qui sort, et puis on le vend à 80. Tout cet argent entre les deux est un argent qui va à un certain nombre de gens. Alors bon. Cet argent du pétrole a servi, on l'a vu, aux opérations clandestines menées par la France en Afrique. Mais, et cela depuis le tout début, cet argent sert également à financer la vie politique française. L'important pour le général de Gaulle, c'était de ne pas en être éclaboussé. Mais il savait ce qui se passait. Donc il n'y a aucun secret sur ce qui est fait, secret vis-à-vis du public, mais vis-à-vis du gouvernement, du président de la République et du ministre du Budget, non. Les gens allaient voir le président d'Elf pour avoir des enveloppes correspondant à leur élection ici ou là. Bon, et beaucoup d'hommes politiques français aujourd'hui ont bénéficié de ce système, ce qui leur a permis de faire une carrière brillante. On sait très bien. En 1965, par exemple, à la veille des élections présidentielles, une collaboratrice de François Mitterrand est envoyée auprès du secrétaire général de la compagnie Elf. Il m'a donné une enveloppe et
comme je le connaissais bien, on a parlé un peu. Moi, je connaissais pas du tout le système. Et il m'a montré, même, vous voyez, ça c'est pour les deux autres candidats. Second tour arrive, on avait fait quand même 32%. Alors là, j'arrive, et là, c'était une valise. Je me souviens, j'arrivais en métro. Bon, alors la deuxième fois, je me suis dit, je peux pas aller en métro avec ça. J'ai cherché un taxi désespérément. À l'époque, c'était comme aujourd'hui, on n'en trouvait pas. Enfin, j'étais dans la rue avec ma valise sur le cœur. Enfin, je me souviens, c'était angoissant. J'ai dû y retourner une ou deux fois pour des législatives. Et là, c'était des enveloppes nominatives à tel ou tel député. Des petites enveloppes nominatives. J'y suis retournée pour la campagne de 74, où j'ai vécu à peu près le même topo. Sur les montants versés et les bénéficiaires, les avis divergent. Il n'y avait pas de financement annuel régulier. On intervenait aux élections, et pour les législatives 78 et le présidentiel 81, si on fait le total de tout ça, ça a fait, je crois, 7 millions de francs. Partagés à égalité également au nom du principe d'impartialité d'une entreprise publique, entre la gauche et la droite. Mon prédécesseur le faisait, je l'ai fait aussi de la même façon. Voilà, je veux dire. J'ai assisté à des séances. Tous les présidents que j'ai connus ont accepté de l'argent. Tous les présidents français? Tous, non. Pompidou, non. Giscard, pas beaucoup. Mais Chirac, oui. Et Mitterrand, beaucoup. Lorsque la gauche est venue au pouvoir, il a été décidé de ne pas toucher au réseau de financement de la droite. Donc on a superposé le besoin de la gauche à celle de la droite. Donc ce qui fait que Elf était un peu plus vache à lait qu'avant. En 1989, François Mitterrand, réélu pour un deuxième septennat présidentiel, nomme Loïc Le Floch-Prigent à la tête de Elf. Le nouveau PDG découvre l'ampleur du système de financement occulte. Il s'en ouvre à celui qu'il considère comme son patron, François Mitterrand. Je dis, bon, il y a un fonctionnement qui est un peu particulier. On finance des gens en Afrique, qui financent des gens en France, et est-ce que ce système est un système auquel je mets un terme ou pas? Le président de la République me dit, vous continuez comme on a fait dans le passé, mais vous ne nous oubliez pas. Voilà. Et nous, c'est le Parti Socialiste. Il dit, il ne faut pas nous oublier. Je vous répète ces propos, mais c'est à vous de les interpréter. Je les ai interprétés à ma manière. Interprétons-les à notre manière. C'est au cours du deuxième septennat de François Mitterrand, et après la nomination de Loïc Le Floch-Prigent à la tête de Elf, que le système s'emballe. C'est l'époque de l'argent roi, l'argent facile. Les leaders d'opinion sont les hommes d'affaires qui réussissent des coups. Bernard Tapie fascine les hommes politiques, à gauche en particulier. François Mitterrand le fera entrer au gouvernement en 1992. Les profits colossaux que l'exploitation du pétrole génère plus que n'importe quelle autre activité industrielle font tourner les têtes les plus solides. On est très loin désormais du simple financement des partis politiques tel qu'il existait dans le passé. Quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de candidats à recevoir l'argent, et voilà. Alors après, ils ne pensent plus qu'à ça. La compagnie pétrolière consacre des sommes considérables à des opérations qui n'ont rien à voir avec le pétrole. La justice finit par s'en mêler. Et en 1994, éclate l'affaire Elf, qui va mettre à jour un formidable système de détournement de biens sociaux, de corruption et d'enrichissement personnel. Mais avant de parler de ce scandale d'État et de ses répercussions considérables sur la société française, il nous faut revenir sur un autre événement, planétaire celui-là, la chute du mur de Berlin. Il est 9h30 à Prenzlauer Berg, l'un des quartiers les plus contestataires. C'est ici que les autorités ont choisi de casser le mur. C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La destruction de ce symbole de la guerre froide
va créer un véritable séisme sur le continent noir. Elle met fin à la mission que l'Occident avait confiée à la France, être le gendarme de l'Afrique contre la menace communiste. Mais du même coup, la France perd contrepartie de cette mission, son monopole sur les marchés énergétiques dans ses anciennes colonies. Les États-Unis, l'Europe et surtout la Chine veulent leur part du gâteau. Mais la chute du mur de Berlin, c'est aussi un formidable espoir de liberté pour les populations africaines qui se prennent à rêver d'une deuxième mais véritable indépendance. Le président Mitterrand, déstabilisé par un événement qu'il n'a pas vu venir, tente de s'adapter à ce nouveau cours de l'histoire. En 1990, au sommet franco-africain de La Baule, il utilise des mots qu'aucun dirigeant français n'avait jamais osé prononcer à propos du continent noir. Multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure. Voilà le schéma. C'est la direction qu'il faut prendre. L'écrivain Éric Orsena, qui fut l'un des rédacteurs de ce discours, reconnut par la suite qu'il avait un peu forcé la main au président dans son ode à la démocratie africaine. Il n'empêche, ce discours, démagogique, va encourager un phénomène qui se développe comme une traînée de poudre dans les anciennes colonies et qu'on appela les conférences nationales. Ces conférences sont de véritables états généraux révolutionnaires qui, dans chaque pays et dans une ambiance 68arde, mettent violemment en cause les présidents dictateurs soutenus par la France et le système du parti unique, machine à écarter, emprisonner et tuer les opposants. Venez marcher avec nous pour qu'ensemble nous luttions, pour qu'ensemble nous renversions le despote, le dictateur Bongo. Le Gabon est, depuis la perte de l'Algérie, la place forte de Elf en Afrique noire. Omar Bongo, au pouvoir depuis près de 30 ans, est violemment contesté par son opposition. La mort d'un des adversaires du président met le feu aux poudres. Un des leaders de l'opposition, Renjambe, meurt dans un hôtel. Et les Gabonais disent c'est Bongo qui l'a tué. C'est Bongo qui l'a tué, c'est Bongo qui l'a tué. Ils prennent des machettes, ils courent, paf, ils foutent le feu à l'hôtel. Mais, et ce n'est pas un hasard, c'est sur Elf que va se focaliser la colère populaire. À Port-Gentil, centre névralgique d'Elf Gabon, c'est l'émeute. La victoire Bongo doit partir du pouvoir. Maintenant, nous ne reculerons jamais. 4 ou 5 de mes employés sont dénudés, on leur met une pancarte, disant que ce sont des épouvantables individus et on les fait défiler dans la ville pendant toute la journée en prenant des photos et en mettant la télévision. Je trouve ça un peu désagréable. Ce sont mes employés, j'en suis responsable. Par conséquent, je dis au président Bongo, si vous n'êtes pas capable de réagir, je réagis. Le PDG de Elf décide de fermer les installations pétrolières. Bongo, c'est la seule fois où je l'ai vu accuser le coup. Il a senti que l'autorité lui échappait. Parce que Port-Gentil brûlait, les puits étaient fermés, Libreville était sous couvre-feu, il n'avait pas la capacité à reprendre avec son armée, avec son système l'autorité. Et il était un peu désemparé. Désemparé, mais surtout furieux, car Paris envisage de le lâcher pour soutenir un de ses opposants. Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations de rue que cela doit mener la fin des règnes. Moi, je ne me laisserai pas faire. Nous sommes décidés à mettre de l'ordre, quel qu'en soit le prix. C'est tout. Omar Bongo contre-attaque, fait jouer ses réseaux d'influence à Paris, et en particulier Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Il finit par menacer la France de faire appel aux Américains si Elf ne rouvre pas les puits. Paris capitule. Alors la Légion est arrivée, ils ont dégagé Port-Gentil, le bataillon parachutiste français qui est à Libreville a réussi mission
de sécuriser les quartiers où sont les Européens. Tout ça s'est rentré à peu près dans l'ordre et le président Bongo a repris du poil de la bête. La France, militairement, a aidé Bongo et a aidé son pouvoir. Omar Bongo reste au pouvoir. Elf rouvre ses puits, l'argent coule à nouveau. Le président gabonais a gagné son bras de fer avec Paris. Cette victoire n'est pas anodine. Elle préfigure entre la France et ses anciennes colonies un renversement dans le rapport de force qui va se manifester de plus en plus clairement. Au Congo-Brazzaville tout proche, c'est encore le pétrole qui va décider des événements. Dans cet autre émirat pétrolier sous le contrôle de Elf, le président dictateur Sassou Nguesso est en train de perdre le pouvoir. En effet, la conférence nationale de ce pays a adopté dans l'enthousiasme une nouvelle constitution qui non seulement supprime les références marxistes du régime, mais surtout instaure le multipartisme. Du coup, le président Sassou Nguesso, qui appartient à une ethnie minoritaire du nord du Congo, n'a plus aucune chance d'être réélu à l'occasion des premières élections véritablement démocratiques du pays. Mais Denis Sassou Nguesso a été pendant des années l'homme de Elf. Pour les dirigeants de la compagnie, il est hors de question qu'ils perdent le pouvoir. Il faut trouver une solution. Ce sera Pascal Lissouba, un ancien Premier ministre. Les dirigeants de Elf lui proposent de se porter candidat à la présidentielle. C'est un homme âgé, éloigné des affaires depuis longtemps. Il pense pouvoir le contrôler. Pascal Lissouba est originaire de l'ethnie majoritaire du sud du pays. Allié à Sassou Nguesso, de l'ethnie minoritaire du nord, il est sûr de remporter les élections. En contrepartie, une fois élu, il prendra dans son gouvernement des hommes de Sassou Nguesso qui continuera ainsi, de fait, à diriger le pays. Le groupe Elf finance la campagne de son candidat. Il m'aidait sous les instructions de M. Bongo. J'ai acheté une trentaine de Land Rover pour ma campagne, je n'aurais jamais pu le faire moi-même. Et puis, il y a eu quelques voyages que j'ai effectués, et puis voilà, c'est tout. Ont obtenu Pascal Lissouba, 506 395 voix, soit 61,32%. C'est bien Lissouba qui est élu, et à ce moment-là, Lissouba rompt l'accord avec M. Sassou Nguesso. En effet, Pascal Lissouba décide de gouverner seul et entend conforter son pouvoir en gagnant les élections législatives prévues quelques mois plus tard. Mais il a besoin de beaucoup d'argent pour mener campagne, et aussi pour payer les fonctionnaires et les militaires qui n'ont rien touché depuis des mois. Or, seul Elf est capable d'avancer de l'argent en échange du pétrole à venir. Concrètement, Lissouba vous demande de l'argent pour sa campagne législative et vous refusez. Absolument. Parce qu'il ne respecte pas cet accord passé avec Sassou. Absolument. Monsieur Lissouba, comme je vous l'ai dit, veut le pouvoir tout seul. Bon, et je ne l'aide pas à avoir le pouvoir tout seul. J'ai compris que voulait-il que je tombe et que probablement M. Sassou revienne au pouvoir. Bon, mais... Pascal Lissouba va alors, aux yeux de Elf, commettre l'irréparable. Il ne se contente pas de menacer de faire appel aux Américains pour faire pression sur Elf comme l'avait fait Omar Bongo. Il passe à l'acte et signe secrètement un accord avec une compagnie américaine, Oxy, trop contente de prendre pied au Congo. Elle lui prête 150 millions de dollars, garantis par 10 ans de production pétrolière. Avec l'argent des Américains, Pascal Lissouba gagne les élections législatives. Immédiatement, des incidents armés éclatent entre les partisans de Denis Sassou Nguesso, soutenus par Elf, et ceux de Pascal Lissouba.
De 1993 à 1997, le pays va connaître 3 périodes de guerre civile meurtrière entre les milices des 2 rivaux. Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Pour gagner cette guerre sans merci, Denis Sassou Nguesso va s'appuyer sur un allié de poids, l'Angola du président Dos Santos, qui, ça tombe bien, est devenu une pièce maîtresse dans le jeu de Elf autour du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée ou le réservoir à pétrole d'Elf-Aquitaine. De cette région d'Afrique, le groupe pétrolier français extrait 60% de sa production. Une source qui n'est pas prête de se tarir. Cette fois-ci, les géologues et les ingénieurs d'Elf sont tombés sur un énorme gisement, peut-être le plus gros d'Afrique, découvert à 200 km au large des côtes angolaises. On l'a baptisé Dahlia. Dahlia, c'est un potentiel de 3 milliards de bidons de pétrole, un véritable Eldorado par 1300 mètres de fond. Mais l'Angola est également un pays instable, menacé depuis des années par une rébellion. Et l'instabilité dans un pays, on sait depuis le général de Gaulle que ce n'est pas bon pour l'exploitation du pétrole. Elf avance au président Dos Santos les milliards nécessaires à l'équipement de son armée. Là, c'est clair, oui, on aide le président Dos Santos à rester au pouvoir. Oui, bien sûr. La rébellion est définitivement matée. Et Dos Santos peut, avec la bénédiction de la compagnie pétrolière qui a financé son armée, se porter au secours de Sassou Nguesso, qu'il réinstalle sur son siège de président dans sa capitale, Brazzaville, ravagée par les combats. Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso ont retrouvé leur palais présidentiel. La période d'agitation démocratique se referme. Le discours de la Baule, du président Mitterrand, n'est plus qu'un lointain épisode pour livre d'histoire. Le calme est revenu au Gabon et au Congo. La production pétrolière a repris. Mais quelque chose vient de changer dans les rapports entre la France et ces 2 pays pétroliers. C'est ce que Denis Sassou Nguesso va faire comprendre à Philippe Jaffré, le nouveau patron de Elf, qui vient, à la fin des combats en 1997, saluer le président rétabli dans ses fonctions. Brazzaville était dévastée et je lui ai réservé un accueil chaleureux. Mais il était quand même nécessaire que nous fassions l'état des lieux. Il n'y a pas eu d'accord et chaque parti essayait de défendre son point de vue. Chaque parti défend son point de vue. Parole inimaginable 10 ans auparavant. Elf a repris pied au Congo, mais le président, qu'elle a aidé à revenir au pouvoir, n'acceptera plus désormais les diktats de la compagnie pétrolière, comme Omar Bongo au Gabon. Cet affaiblissement de la compagnie pétrolière va être d'autant plus spectaculaire qu'entre-temps, en 1994, a éclaté l'affaire Elf. Au départ de ce scandale, il n'y a d'abord qu'une enquête de routine de la Commission des opérations boursières. Elle s'interroge sur le financement d'une importante société de textile cotée en bourse, la société Biederman. Le dossier aboutit sur le bureau du juge d'instruction Eva Joly. Lorsque j'ai découvert dans les comptes de Biederman une participation importante d'Elf, je ne comprenais pas
pourquoi la Société nationale de pétrole investissait dans une société de textile en difficulté et des montants aussi importants. En 1992, Elf a investi la somme énorme de 800 millions de francs, soit environ 120 millions d'euros, dans cette grosse société de textile et en particulier dans une de ses usines en Corrèze, le fief de Jacques Chirac. Nous sommes quelques mois avant les élections législatives de 1993. Nous sommes en mesure de vous donner l'estimation réalisée par BVA et Bull pour France 2. Vous allez voir apparaître les chiffres du vainqueur de ce scrutin 93. Et ce vainqueur s'appelle le RPR, 261 sièges, l'UDF, 215 sièges. Cela fait donc 482 sièges sur 577. Résultat catastrophique pour la gauche qui perd le pouvoir. Jacques Chirac se réserve pour la présidentielle de 1995. Il laisse son vieil ami de 30 ans, Édouard Balladur, occuper le poste de Premier ministre pour cette nouvelle cohabitation avec le président Mitterrand. Mais après 2 ans passés à Matignon, Édouard Balladur, encouragé par de très bons sondages, cède à la tentation. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Et pour, dit-on, financer sa future campagne électorale, il veut mettre la main sur Elf. Il demande à François Mitterrand de remplacer Loïc Le Floch-Prigent par Philippe Jaffray, un de ses proches. François Mitterrand accepte. Monsieur Balladur vient le voir en lui disant il faut que Monsieur Le Floch-Prigent s'en aille et je veux le remplacer par Monsieur Jaffray. Il m'appelle en disant voilà ce qui va se passer. Bon, et il m'appelle en disant qu'est-ce que j'ai demandé à ce que vous ayez quelque chose. On va vous proposer Gaz de France. Il faut que vous l'acceptiez. Très bien, parfait. Mais l'enquête sur l'affaire Biderman commence à faire des dégâts. Et pour se protéger d'éventuelles retombées, Philippe Jaffray, le nouveau PDG à peine nommé, porte plainte en juillet 1993 contre son prédécesseur, Loïc Le Floch-Prigent. Il l'ignore encore, mais il vient de mettre en route un processus judiciaire que plus personne ne pourra arrêter. J'étais absolument à 1000 lieues d'imaginer ce que j'allais trouver. Pour moi, il était inconcevable que des ingénieurs à qui on avait confié la direction de la plus grande entreprise nationale, je concevais bien qu'ils se servaient de la carte de crédit un peu facilement et peut-être quelques avantages comme ça, mais qu'ils avaient pu mettre en place un système si performant et aussi systématique et alimenter autant de monde avec l'argent public. Ça, c'était un peu en dehors de ce que j'imaginais possible. La rivalité entre Balladur et Chirac va ainsi transformer une banale affaire de détournement de fonds en scandale d'État qui va briser la loi du silence que la droite et la gauche confondues respectaient. Le juge d'instruction Eva Joly va suivre une multitude de pistes dont l'écheveau n'est toujours pas démêlé quand le procès s'ouvre en 2000. Protégée en permanence par des gardes du corps tant les menaces sont précises, Eva Joly et ses collègues Laurence Vichnievsky et Renaud von Ruynbeck vont se livrer à une guérilla judiciaire épuisante contre les responsables politiques qui s'abritent derrière le secret défense. Ce qui frappe dans l'affaire Elf, c'est peut-être l'énormité des détournements. Nous parlons d'une époque qui commence à dater déjà, 89-92, donc c'est une époque de 3 années. L'équipe dirigeante avait réussi à détourner à peu près 6 mois de bénéfices. C'était de l'ordre de 3,5 milliards de francs à l'époque, donc 450 millions d'euros. Donc ça, c'est aussi le modus operandi, c'est-à-dire toutes les opérations qu'elle faisait à l'époque avaient des pompes dérivatives
pour alimenter des fonds secrets. Les pompes dérivatives pour détourner l'argent du pétrole sont multiples et extrêmement sophistiquées. Il y a d'abord les commissions versées pour tout nouveau contrat et surtout les rétrocommissions, c'est-à-dire le pourcentage de ces commissions qu'on reverse clandestinement à celui qui a payé la commission. Il y a aussi l'argent versé directement au chef d'État africain. Dans les barils qui sont produits, il y a une part de ces barils, une petite infime part, qui va directement au chef d'État. Libre à lui de l'utiliser. C'est libre à lui d'utiliser. Et à la tour d'Elf, nous avons pu établir des centaines de millions de francs qui arrivaient en liquide par porteur de Suisse. Et nous avons établi d'autres flux financiers qui passaient à travers les dirigeants des pays africains. Ensuite, les dirigeants des pays africains faisaient ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient avec cet argent. Et comme eux, ils ont le privilège d'être chef d'État en exercice, il est dans l'état actuel de l'état du droit international impossible ou extraordinairement difficile d'enquêter sur ce que le fonds devient une fois qu'ils sont allés dans la poche de Bongo ou les autres. Les 3 magistrats instructeurs français continuent d'avancer dans leurs enquêtes. Les politiques paniquent. Il faut liquider Elf pour limiter la divulgation des noms de tous ceux qui ont bénéficié des fonds occultes en France et en Afrique. En 2000, en serrant la main du PDG de Total devant la presse, Philippe Jaffré signe publiquement la mort de Elf. Le mastodonte au fonctionnement trop secret sera privatisé et absorbé par sa petite concurrente privée. Total, la petite société, mange la grosse et 85% des cadres de Elf s'en vont dans toutes les sociétés qui existent à travers le monde. Donc le résultat est clair. Elf a disparu. Pour la petite histoire, le plus grand scandale de la République n'a accouché que de quelques petites condamnations à de la prison, le plus souvent avec sursis, et des amendes dont la plupart ne seront jamais payées. Loïc Le Floch-Prigent, avec ses 6 mois passés en prison, fait figure de bouc émissaire. Toujours sous le coup de procédures judiciaires, il parle, démonte le système, mais ne livre aucun nom. En Afrique, le président Omar Bongo ne semble pas inquiet de ces changements. Donc rien n'a changé dans la façon de traiter les affaires avec la société pétrolière française? Non. Il y a toujours eu de la transparence et il y en a toujours. J'ai vu le président des Marais, on s'est rencontrés, il est venu même à Libreville me faire sa visite de courtoisie, et bien tout s'est très bien passé, c'est tout. Comme l'avait fait en leur temps monsieur Le Floch-Prigent et monsieur Jaffré? Ah, comme d'abord Guillaume, Chalandon, Pécard. Ah, si vous voulez que je vous les cite tous. Mais le président Bongo sait bien que quelque chose a changé. C'est désormais lui qui a la main. C'est d'Elf Gabon que provenait l'essentiel des financements occultes. Tous ceux qui, en France, ont profité de ces largesses grâce à l'argent du pétrole sont maintenant ses obligés. Alors moi, je n'en ai pas parce que j'ai... Il sait déjà, il a tout. Il est Grande Croix du Mérite et Grande Croix de la Légion d'honneur. Voilà. Depuis longtemps. Eh oui. S'il vous plaît, monsieur le président. Du coup, mais je te donne ma considération en échange. La chute du mur de Berlin, le scandale de l'affaire Elf font basculer le pouvoir de décision de la France vers l'Afrique. Dans ce basculement, un homme va jouer un rôle important. Il s'appelle Robert Bourgi. Il a de qui tenir. Son père, commerçant libanais au Sénégal, était un honorable correspondant de Jacques Foccart. Mon père et lui se connaissaient depuis 1946. Et aussi loin que je remonte dans ma mémoire, je vois M. Foccart, qui me considérait comme un des membres de sa famille, et pour lequel j'avais une affection
plus que filiale. Jacques Foccart, le conseiller préféré du général de Gaulle, l'homme qui a mis en place les réseaux de la France-Afrique. En mai 1995, quant à la surprise générale, Jacques Chirac gagne les élections présidentielles. Il rappelle Jacques Foccart aux affaires. Tentative pathétique de faire revivre le passé. Quel est votre sentiment là, qui doit être très fort aujourd'hui, alors que vous venez en Afrique avec Jacques Chirac président? J'ai un peu l'impression que c'est peut-être pas la dernière fois, il ne faut jamais être pessimiste, mais bientôt une des dernières fois que je viens en Afrique, compte tenu de l'âge, de l'état de santé, alors bon, ça fait quelque chose. Et vous espérez que Jacques Chirac suivra un petit peu la voie que vous avez tracée avec le général de Gaulle? J'en suis sûr. J'en suis sûr. M. Foccart avait pris de l'âge. J'étais devenu les jambes et les bras de M. Foccart. Je me déplaçais à sa place, en Afrique. En 1997, Jacques Foccart décède. Robert Bourgi revendique le titre de fils spirituel. Mais Bourgi n'est pas Foccart. Jacques Foccart était avant tout un serviteur de l'État, aux méthodes contestables certes, mais au service de la France. Robert Bourgi, lui, est un avocat d'affaires, un conseiller de président qui préfère taire le montant de ses honoraires. Les présidents Joseph Désiré Mobutu au Zaïre, Omar Bongo au Gabon, Denis Sassou Nguesso au Congo, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sont entre autres ses clients. Robert Bourgi, contrairement à Jacques Foccart, ne dicte pas au chef d'État la politique de la France. Il est plutôt, auprès de la présidence française, le messager de ses clients africains. Et ça change tout. Car c'est bien Omar Bongo, un de ses clients, qui a pris le pouvoir sur la politique franco-africaine. Et cet homme est redoutable. Le président Bongo était chef d'orchestre sur la France-Afrique et il connaissait mieux tous les paramètres que nos responsables des cellules africaines. Et Bongo buvait du petit lait devant leur méconnaissance en leur donnant des leçons. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je ne sais pas où je le mettrai. Il était complètement imprégné de politique française et il donnait des conseils à tous les hommes politiques en disant oui mais bon, là si jamais tu t'orientes là-dedans, là tu es cuit, tu vas pas pouvoir te faire élire, voilà comment il faut faire, etc. Donc il était complètement à l'intérieur de la politique française et il était et il soutenait les uns et les autres, il s'amusait, c'était son terrain de jeu intellectuel favori, et il connaissait la France électorale depuis 1945 parfaitement. Quand il venait à Paris, que ce soit à l'hôtel Meurice, mais surtout à l'hôtel Crillon, les politiques français faisaient la queue sur le cahier de rendez-vous pour rencontrer le président Bongo. Quand j'allais voir le président Bongo au Meurice, j'étais dans les appartements privés. Mais par curiosité, j'allais dans la salle d'attente officielle. Alors là, le spectacle était hallucinant, surréaliste. Vous aviez des gens du PS, vous avez des gens de l'UMP, vous avez les gens de l'UDF. Michel Alliot-Marie, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Philippe Douste-Blazy, Thierry Breton, Brice Hortefeux, Jean-François Copé, Renaud Dutreil, Hervé Guémard, Charles Pasqua, Xavier Darcos, François Fillon, François Bayrou, Roselyne Bachelot, Philippe Seguin, Roland Dumas, Michel Rocard, Catherine Tasca, Bernard Kouchner, Jacques Attali, Michel Barnier, Pierre Bédier, Michel de Bonnecorse, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., etc. Et il aimait bien donc suivre les jeunes espoirs.
Et par exemple, lorsqu'il entendait dire que Dutheil avait de l'avenir, que Copé avait de l'avenir, eh ben, il disait, tiens, j'aimerais les rencontrer. Alors, l'ambassadeur les faisait venir à l'hôtel Meurice, rencontrer, puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon. Mais c'était plus, il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit, il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit, tu portes ça à Jacques. Il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. Pas un ministre de la coopération, à part Jean-Pierre Cotte, pas un PDG de grande société publique faisant des affaires en Afrique, ne serait nommé sans l'aval du président du Gabon. Moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'on était même devant une situation de colonisation inversée. C'est la France qui était colonisée par le Gabon et pas l'inverse. Bongo achetait à tout va, participait à tout va aux campagnes électorales, au soutien de certains candidats. C'était vraiment de la colonisation à l'envers. L'arme absolue d'Omar Bongo, c'est l'argent, qui ne cesse de couler de ses caisses à flot continu. Vous aviez son aide de camp. Vous attendiez dans le salon comme ça, il passait avec 2 sacs de sport, il arrivait de la banque du Zaïre, je ne sais pas où, il portait quoi. Et vous aviez 12 personnes qui attendaient dans la salle d'attente, avec 2 caméras qui regardaient, et lui il avait tous ses écrans, il dit, ah bah tu fais venir celui-là. Un jour Bongo me dit, il était en train de brasser dans son truc derrière son rideau son fric, quand je rentre, il dit, voilà, colonel il peut rentrer, donc on me fait rentrer, et je l'attends, et puis il était derrière son rideau, il avait ses coffres, il ressort, il avait ça de CFA, il y avait 400 000 francs français de l'époque, quoi. Il me dit, tiens, colonel. Et j'ai dit, non, monsieur le président, je ne peux pas les prendre. Il m'a foutu dans sa sacoche, j'ai ressorti. Il me les a remis dedans. J'ai dit, non, monsieur le président, je les ai ressortis. Il était furieux, hein. Il était furieux. Le Gabon, eh bien oui, au Gabon, avec les Gabonais, oui, pendant 3 ans, j'ai travaillé à un beau projet de création d'un système d'assurance maladie dans un pays où la moitié des citoyens sont indigents et n'avaient pas accès aux soins. Est-ce immoral? Est-ce indigne? Est-ce déshonorant? Ce travail, je l'ai fait pendant 3 ans, en toute transparence, en toute légalité. J'ai payé mes impôts en France. Les chiffres, vous les connaissez, ils sont publiés, je les tiens à votre disposition, ainsi d'ailleurs que ma déclaration de patrimoine, si vous le souhaitez. Lorsque Bernard Kouchner fait un rapport sur le système de sécurité sociale au Gabon et le facture, c'est une preuve que les relations France-Afrique continuent.
l'étude sur la sécurité sociale gabonaise aurait dû être faite par l'Agence française de développement qui l'aurait fait gratuitement. Kouchner, maintenant, il a beau dire tout ce qu'il veut, le Gabon, Ali, machin, le mec, c'est qu'il a touché sa société 2,6 millions d'euros pour 140 000 euros la page, pour un truc pour dire que le système de santé ne marche pas au Gabon. J'ai vu d'autres choses, mais c'était pas... J'ai vu les directeurs de cabinet de M. Dumas venir chercher, oui, mais bon, c'était pas dans le cadre d'élection. Hein. Pourquoi ils faisaient ça? À mon avis, c'était de l'enrichissement personnel, il y avait. À Paris, donc, Omar Bongo possède les meilleures cartes et contrôle la partie. Mais il manquait encore une étape pour signer définitivement la mort d'une certaine France-Afrique. Elle va se jouer en Côte d'Ivoire, une ancienne colonie française. En octobre 2000, Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Ce n'est pas l'homme que la France aurait aimé voir succéder à l'illustre Houphouët-Boigny, président de Côte d'Ivoire pendant 33 ans, de l'indépendance en 1960 à sa mort en 1993. Houphouët-Boigny, ce grand ami de la France, avait été, bien avant l'indépendance, un familier des palais de la République française, participant à plusieurs gouvernements du général de Gaulle à la fin des années 50. Riche de ses plantations de cacao, dont elle était le premier producteur mondial, des plantations de café et des bananeraies, la Côte d'Ivoire était un véritable village gaulois où les 80 000 Français expatriés vivaient luxueusement. Comme vous le voyez, ces maillots sont tous recouverts d'un manteau long qui permet d'aller déjeuner en sortant de l'eau et d'être dans une tenue convenable. C'était ce qu'on appelait le miracle ivoirien. C'est vrai que ça a été un pays phare pour nous, c'est le phare de nos relations avec l'Afrique. En plus, la personnalité du président Houphouët faisait qu'on pouvait s'appuyer sur lui dans la mesure où c'était aussi un chef respecté dans tout le continent africain. Et d'ailleurs, le mot France-Afrique, on le doit au président Houphouët-Boigny. Dans cet Eldorado franco-africain, le président Houphouët-Boigny n'était pas le dernier à s'enrichir. Il se fit bâtir à Yamoussoukro une basilique plus grande que Saint-Pierre de Rome. Un bel exemple d'éléphant blanc, comme on appelait ces projets somptuaires et inutiles, que la France acceptait de financer en Afrique pour faire plaisir aux chefs d'État dociles. C'est bien sûr une entreprise française qui en assura la construction. Mais à sa mort, le 7 décembre 1993, la France ne réussit pas à imposer son candidat à la succession. Il n'a pas su désigner en son temps un dauphin qui aurait été vraiment adoubé. Et c'est l'opposant de toujours, Laurent Gbagbo, qui l'emporte en 2000 après des années de troubles. Mais le nouveau président est incapable de juguler les oppositions violentes qui divisent la société ivoirienne. Confronté à une rébellion dans le nord du pays, il fait appel à la France, qui lui refuse son soutien. Le 4 novembre 2004, au cours d'une offensive contre les rebelles du Nord, un avion de l'armée ivoirienne bombarde délibérément le lycée français de Bouaké, où est stationnée l'armée française. Neuf soldats français périssent dans le bombardement. C'était un samedi après-midi vers les 13h. On s'est réunis chez le président vers 14h et il a été tout
de suite analysé que c'était volontaire et qu'il fallait répliquer. La chasse aérienne française détruit au sol les quelques avions et hélicoptères de la flotte ivoirienne. C'est l'embrasement. Laurent Gbagbo encourage la jeunesse ivoirienne à descendre dans les rues d'Abidjan pour conspuer la France. Le 9 novembre 2004, après un face-à-face tendu de 48 heures devant l'Hôtel Ivoire, où ont été regroupés les Européens, les militaires français ouvrent le feu sur la foule, faisant 67 morts et 1256 blessés. Durant toute la nuit, les hélicoptères de l'armée française tentent d'empêcher la foule des jeunes partisans de Laurent Gbagbo de franchir le pont qui relie le centre-ville à l'aéroport et à la base militaire française. Sous un déluge de feu où se mêlent balles réelles et balles traçantes, des centaines de jeunes Ivoiriens défient l'ancienne puissance coloniale au cri de « À bas la France, vive la Côte d'Ivoire indépendante ». Le symbole est ravageur. On tire sur vous alors que vous avez les mains nues. Mais nous sommes debout. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre dignité. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre indépendance. Nous allons pousser pour que la libération de l'Afrique tout entière parte de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Pour les nouvelles générations africaines, qui n'ont connu ni la colonisation, ni la période de la guerre froide, Laurent Gbagbo devient le héros qui a résisté à la France. Je pense que les événements de Côte d'Ivoire ont marqué l'apparition d'un nouveau type de dirigeant africain, beaucoup moins souple à l'égard de la France que pouvaient l'être les autres, ou beaucoup moins soucieux de garder de bonnes relations avec la France, et assez habile à utiliser les faiblesses à la fois du système international et puis les faiblesses de la politique française. Laurent Gbagbo va se maintenir au pouvoir, retardant sans cesse des élections présidentielles que tout le monde réclame. L'enthousiasme des jeunes Ivoiriens qu'il avait mobilisés contre la France est retombé. Dans les palais présidentiels, à l'abri de tout contrôle populaire, le grand jeu du partage du pouvoir a repris. Mais comme Denis Sassou Nguesso au Congo, comme Omar Bongo au Gabon, c'est désormais Laurent Gbagbo qui mène ce jeu, ce n'est plus la France. Pour les expatriés français qui avaient fait leur vie en Côte d'Ivoire et dont le nombre a déjà fortement diminué au fil des années, c'est la fin. Pour les grands groupes industriels, c'est autre chose. Laurent Gbagbo a dit non à la France, mais pas aux grandes sociétés françaises. Le 3e pont d'Abidjan, d'abord promis aux Chinois, reviendra finalement à l'entreprise Bouygues, qui gère déjà dans ce pays l'eau et l'électricité. On les appelle les BNB, Bouygues et Bolloré. Monsieur Vincent Bolloré. Le 3 avril 2008, Vincent Bolloré est décoré de l'Ordre national du mérite par le président Gbagbo. L'industriel français vient d'obtenir la concession du port d'Abidjan. Bolloré en Côte d'Ivoire, mais Bolloré partout. L'industriel a bâti un véritable empire en Afrique, où il détient le pouvoir sur l'essentiel des infrastructures de transport, des matières premières et des marchandises. Il possède en particulier la gestion de la plupart des terminaux portuaires des pays du Golfe de Guinée. Je suis fier de pouvoir montrer par des ouvrages comme celui que vous voyez cet après-midi aux autres investisseurs internationaux combien il est facile de réussir dans ce pays et qu'eux aussi doivent venir nous rejoindre pour faire de belles réalisations.
Bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Hein? Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Hein? Parce que la Côte d'Ivoire, je gagne aussi. En novembre 2010, des élections sous contrôle de l'ONU voient la victoire d'Alassane Ouattara. Mais cela ne change rien à l'instauration de cette nouvelle France-Afrique. Désormais, les capitaines d'industrie sont en prise directe avec des chefs d'État africains devenus rétifs aux ordres de Paris. Mais pour autant, Bouygues, Bolloré, Total, Areva, EDF continuent d'avoir besoin du soutien